démarrer, pour éviter de faire attendre encore davantage les uns et les autres. Le ministre est en route. Présentement, il y a le directeur des PME qui est là, qui est assis à la place du ministre, qui arrive, porte-parole du gouvernement. Mais surtout, on a le directeur de l'emploi qui gère les milliards de xëyu ndaw yi. Donc sa présence est importante et je le remercie d'être là avec nous, M. Modou Fall. Monsieur le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Monsieur le directeur de l'Emploi, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Mesdames, Messieurs les membres du bureau exécutif du MEDES, Mesdames, Messieurs les membres du Mouvement des entreprises du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les experts universitaires et formateurs, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers jeunes forumistes, chers invités, je voudrais rendre grâce à Dieu de nous donner l'opportunité de se retrouver encore une fois ensemble pour la tenue de cet atelier training en prélude du Forum du Premier Emploi, édition 2024. Avoir un emploi aujourd'hui dans le monde actuel n'est pas chose facile. Où le nombre de demandeurs d'emploi est fortement supérieur à l'offre disponible. Mes activités professionnelles, avec l'opportunité de parcourir le monde, peuvent certifier que le problème de l'emploi est mondial. Le Forum du Premier Emploi, jalon parmi tant d'autres, initié par le MEDES, s'inscrit parfaitement dans la politique définie par les plus hautes autorités du pays pour juguler l'épineux problème du chômage des jeunes, en particulier ceux diplômés. L'atelier training préparatoire du Forum est un événement majeur organisé chaque année dans une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d'acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherche d'emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs. Naturellement, cette 23e édition de l'atelier training du Forum du Premier Emploi, qui nous réunit aujourd'hui ce matin, est, comme celles qui l'ont précédé, un moment de générosité et de solidarité nationale. L'atelier training permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle, en les initiant aux techniques de rédaction de CV, aux techniques de rédaction de lettres de motivation, de comment gérer le stress, comment réussir un entretien d'embauche, comment avoir confiance en soi. Je suis offreur et non que vendeur d'un emploi. En gros, les initiés à l'employabilité et d'être fin prêt le jour J, à savoir les 16 et 17 janvier 2024. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur des PME, PMI, Monsieur le directeur de l'emploi, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers forumistes. Cette rencontre, assurément, est devenue l'événement phare, en somme, le plus grand rassemblement des jeunes diplômés de notre pays en quête d'un premier emploi. Quelle que soit la forme, stage, CDD, CDI ou l'auto-entrepreneuriat, et cela depuis 23 longues années. La qualité de la ressource humaine, le capital humain et l'efficacité dans l'organisation sociale sont devenus des éléments déterminants à la croissance économique. L'atelier training préparatoire du Forum du Premier Emploi est un concept important pour le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES et pour la jeunesse sénégalaise diplômée et aussi pour les ouvriers spécialisés. Depuis plus de 2 décennies, le MEDES organise chaque année le Forum du Premier Emploi, qui constitue la contribution du mouvement des entreprises du Sénégal dans la recherche de solutions aux problèmes préoccupants du chômage.
Cet engagement citoyen renouvelé est à la base de l'enfantement du concept du Forum du premier emploi et de la Fondation Emploi Jeune, co-organisatrice du Forum du premier emploi. En effet, le Sénégal, comme tous les pays en développement, est confronté au problème de l'emploi des jeunes qui affecte les sociétés. Le chômage, notamment celui des jeunes, est aujourd'hui indéniablement le plus grand défi avec lequel nos pays sont confrontés. La jeunesse est un grenier de créativité, un silo de ressources humaines. L'emploi est pour elle à la fois une aspiration légitime et un droit fondamental. Agir pour lui faire bénéficier de recrutement dans les services privés comme publics, à disposer des financements pour les projets novateurs est un des objectifs du Forum du premier emploi. En dépit de tous les efforts du gouvernement, malgré le dynamisme de l'économie nationale, avec la mise en place du PSE, du PAP 1, PAP 2 et aujourd'hui le PAP 3 et d'autres programmes et projets, le niveau du chômage demeure élevé. Le taux de croissance économique en perspective de notre pays ne permet pas encore de dégager assez de postes de travail pour recevoir tous les jeunes diplômés qui, chaque année, aspirent à leur premier emploi. Cette situation est rendue complexe par la jeunesse de notre population et par le manque de qualification de beaucoup de demandeurs d'emploi. Pour y faire face, nous devons faire preuve d'imagination et de courage et être armés d'un puissant esprit de créativité. Nous devons identifier et repérer toutes les niches où jugent des emplois. Nous devons opérer les ruptures utiles à tous les niveaux. Nous devons repenser notre environnement économique. Nous devons reformater notre système de formation. Cependant, il est à souligner tous les efforts fournis par le gouvernement avec plusieurs projets et programmes mis à la disposition des jeunes. Le chômage des jeunes, en particulier ceux diplômés, reste criard. Monsieur le ministre l'a présenté présentement par le directeur des PMA, Monsieur le directeur de l'emploi, notre frère M. Modoufal, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers forumistes, le contexte actuel de la découverte de pétrole et de gaz impose la prise en charge de nouveaux métiers qui émergent et qui offrent d'immenses opportunités de travail. Nous magnifions dans cette dynamique la mise en place de l'INPG, l'Institut national de pétrole et de gaz et les autres chaînes de valeur créées à cet effet. Nous devons en permanence adapter les filières, le contenu des enseignements et curriculums pour offrir à nos diplômés le maximum de chances d'accéder à une activité professionnelle. En particulier, nous devons promouvoir le développement des PME-PMI qui constituent aujourd'hui les principaux vecteurs de développement et les principaux espaces de création d'emplois. Et comme Dieu fait bien les choses, notre ministre de tutelle est ce matin, c'est dans le discours à nos côtés, mais il sera bientôt à nos côtés. Mais comme vous le savez, ma philosophie, c'est de démarrer les événements à l'heure indiquée. Parce que je constate, surtout pour le forum du premier emploi ou pour les salons des extracteurs qui sont destinés aux jeunes, les jeunes sont présents à partir de 7h30 du matin, 8h. Lorsque c'est au King Fahd Palace, lorsque vous traversez, vous voyez toute la rue est noire de monde de jeunes qui marchent, qui vont vers le King Fahd. À 8h, ils sont sur place. Et l'année dernière, je disais au ministre de l'Emploi, aussi de la jeunesse, M. Pape Malik Nour, qui est arrivé à 10h45. J'ai démarré à 9h15. Lorsqu'il est arrivé, on avait déjà terminé la pause café et tout. Mais par élégance républicaine et par courtoisie, j'ai recommencé la cérémonie officielle d'ouverture pour lui permettre
de prononcer son discours. Ceci pour dire qu'il est important qu'on soit ponctuel. Chacun d'entre nous a fait des sacrifices pour être là ce matin. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des décideurs. Les jeunes sont en quête d'une première expérience professionnelle. Ils n'ont pas dormi hier, ils sont stressés, ils sont démerdés pour arriver au Radisson. On a tout fait pour le faire au Radisson pour que ça soit près de Dakar. C'est vrai que le forum, c'est des milliers de jeunes. Le Radisson ne peut pas accueillir le forum. Il n'y a que le King Fahd susceptible de pouvoir accueillir le forum. C'est pourquoi le forum il est organisé au niveau donc, du King Fahd. Ceci pour vous dire, je rendais hommage à notre ministre qui est un ami, et qui est un jeune frère et que je sais qu'il est en route parce qu'en général, les événements au Sénégal, lorsqu'on dit 10 heures, on dit bon, c'est à Dakar, c'est au Sénégal, ça va commencer à 11 heures ou à midi, quoi. Lorsque c'est midi, on dit ça va commencer à 14 heures. Mais nous, on a une philosophie depuis plus de 20 ans de commencer à l'heure. Des fois, on laisse un battement de 5-10 minutes pour permettre aux uns et aux autres d'arriver. Donc, les chefs d'entreprise, bien entendu les membres du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, Madame, Messieurs les experts, bien entendu universitaires, formateurs, coachs, Mesdames, Messieurs, chers jeunes compatriotes, vous devinez assurément le plaisir que j'éprouve en me retrouvant parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de cet atelier training préparatoire de la 23e édition du Forum du Premier Emploi organisé par le Mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES. Cet atelier training se trouve être une étape importante dans le processus de préparation du Forum du Premier Emploi qui est devenu le plus grand rassemblement. Bien entendu, je pense que le président l'a déjà dit, 23e édition, ce n'est pas très évident d'organiser dans un pays comme le Sénégal 23 éditions pour traiter de cette problématique qui est importante, l'emploi et l'employabilité des jeunes dans notre pays. Le Sénégal en entier est très attentif à cet événement. Je vous parle du Forum du Premier Emploi, qui est le résultat de l'imagination féconde du MEDES et de la générosité de ses membres chefs d'entreprise. C'est pourquoi notre département ministériel, je rappelle notre ministère, c'est le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, est fier d'être associé à cette rencontre depuis plus de 2 décennies, qui constitue un espace d'espoir, bien entendu, parce que ce dont il est question ici, c'est d'offrir des opportunités à ces jeunes qui sont diplômés, qui sont qualifiés, qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas formés, pour qu'ils puissent rencontrer les chefs d'entreprise en tant que jeunes demandeurs, notamment ceux qui sont issus des grandes écoles de formation, des universités et des institutions. Mesdames, Messieurs, chers invités, comme vous le savez, le chômage constitue, le président l'a déjà dit, mais je rappelle aujourd'hui que le chômage a diminué, parce qu'au second trimestre de cette année 2023, donc nous avons fait descendre le taux de chômage de 23 à 18,6%. 18,6%. Si vous regardez les dernières statistiques de l'ANSD au second trimestre de l'année 2023. Mais nous reconnaissons quand même que c'est un fléau mondial auquel sont confrontés tous les pays. Donc il est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté et le désœuvrement. Combattre et vaincre le chômage devient une nécessité, donc un impératif pour réduire la fracture sociale et garantir la stabilité des institutions et préserver la paix civile. Conscient de cette réalité, son Excellence, le président de la République Macky Sall, a fait de la lutte contre le chômage une priorité, une super priorité même nationale, qui mobilise des initiatives diverses, car l'emploi, loin d'être un secteur isolé, est une conséquence des politiques économiques et sociales, donc parce que tout simplement c'est un secteur qui est transversal. Ainsi, l'État a-t-il conduit des réformes ardues pour améliorer la formation des ressources humaines, l'environnement des affaires et l'organisation sociale qui est devenue aujourd'hui des éléments déterminants de la croissance économique et de la promotion de l'emploi des jeunes. Parmi les projets et programmes que l'emploi a mis en place, nous avons dernièrement le programme Xëy Ndaw.
Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ne savent pas que quand on dit xëy ndaw ñi, ce n'est pas seulement des questions d'emploi, parce que l'emploi est lié à l'employabilité. Et qui parle d'employabilité aussi, forcément va parler de compétences techniques, mais aussi va parler de compétences non techniques, c'est-à-dire des compétences soft, le comportemental, l'esprit critique, donc travailler, savoir travailler sous pression, le développement personnel, etc. etc. D'ailleurs, c'est pour cela qu'au niveau de la direction de l'emploi, nous venons de mettre en place une plateforme qu'on appelle PAL, plateforme d'accompagnement en ligne des demandeurs d'emploi. Et cette plateforme, c'est des cours en ligne. Nous avons mis en ligne un certain nombre de cours parce que nous savons que l'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est le problème de mise à l'échelle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on veut accompagner et former des demandeurs d'emploi sur un an, quels que soient les moyens dont nous disposons, ce ne serait pas très évident d'atteindre 20 000 jeunes. Ce sera un record. C'est pourquoi nous nous sommes dit que si on utilise le numérique, la digitalisation de notre système d'encadrement, on aura la possibilité d'enrôler dans l'année 200 000 ou 300 000 jeunes parce que nous allons utiliser une plateforme avec des forums de discussion, avec des salons, avec des contenus de cours au format vidéo, PDF, etc. Selon les types de formats que l'apprenant peut approprier, par exemple télécharger un PDF et regarder ça plus tard, télécharger une vidéo et regarder ça plus tard. C'est pourquoi si on donne l'opportunité, on aura la possibilité avec le MEDES, on aura la possibilité de présenter cette plateforme que nous avons mise en ligne et qui va permettre à beaucoup de jeunes aujourd'hui de s'approprier de ces compétences qui ne sont pas forcément des compétences liées à leur qualification ou à leur niveau d'études. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement personnel est un module important, mais aussi l'éducation financière est un module important. Les techniques de recherche d'emploi, rédiger un CV, une demande d'emploi, tout ça, on l'a déjà mis en ligne sur 3 catégories et on donne aujourd'hui cette opportunité aux demandeurs d'emploi de s'approprier de ça. Le xëy ndaw yi, beaucoup ne savent pas que le xëy ndaw ñi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'emploi. Il y a minimum 5 piliers. C'est le premier pilier qui concerne le recrutement spécial qui parle d'emploi salarié. Pour ce recrutement spécial, l'État s'était fixé un objectif de 65 000 emplois sur 8 métiers. Parce qu'on s'était dit que l'hygiène publique, donc on s'était dit que l'hygiène publique, le cadre de vie, quand même, au niveau de l'hygiène publique, du cadre de vie, il y avait une demande forte parce qu'il y a le passage de l'UCG à Sonaget, qui est devenue une société nationale, et que pour ça, il fallait recruter un maximum de jeunes. Monsieur le ministre. Voilà, donc, bonjour Monsieur le ministre. Voilà, donc, 8 métiers. L'hygiène publique, le cadre de vie, avec le recrutement de l'UCG, mais aussi du cadre de vie. Donc, aujourd'hui, nous avons atteint plus de 12 000 emplois créés dans ce secteur-là, c'est-à-dire des jeunes qui sont aujourd'hui en train de travailler au niveau de la Sonaget ou bien au niveau du ministère de l'Urbanisme, au niveau de la direction du cadre de vie. C'est un. Deuxièmement, nous avons recruté au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable plus de 10 000 jeunes qui sont aujourd'hui au niveau de la direction des eaux et forêts, au niveau de la direction de l'environnement et des forêts classées. Par exemple, vous allez dans n'importe quelle région, vous allez trouver des jeunes qui aujourd'hui sont recrutés et qui travaillent dans les pépinières, qui sont des pépiniéristes, qui sont des paysagistes et qui travaillent aussi pour qu'on puisse avoir le nombre de plants dont on aura besoin pour faire le reboisement, surtout avec l'agence de la Grande Muraille Verte. C'est pourquoi au niveau de cette agence aussi, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui recrutés, l'agence de la Grande Muraille Verte. Après ces deux secteurs, c'est-à-dire l'environnement et le cadre de vie, nous avons les stadiers, parce que nous avons beaucoup de chantiers, des stades qui sont en construction. C'est pourquoi nous avons recruté aussi beaucoup de jeunes dans ce secteur qui sont considérés aujourd'hui comme des stagiaires. D'ailleurs, à chaque fois que vous regardez les matchs au niveau du stade Maître Abdoulaye Wade, donc les jeunes en gilet zone que vous voyez ont été recrutés dans le cadre du programme Xëy Ndaw. Après ça, nous avons recruté des volontaires du service civique national
Nous avons recruté des animateurs socio-éducatifs qui sont au niveau des CEDEPS. Nous avons recruté aussi des volontaires de la santé, des volontaires du tourisme, etc., etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le métier. Mais là, ce n'est que les 65 000 emplois du pilier recrutement spécial. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 65 000 emplois et nous avons atteint 102% de cet objectif, c'est-à-dire plus de 66 000 emplois qui sont créés. L'autre pilier, c'est la formation, parce que nous sommes tous d'accord que vraiment pour travailler, il faut avoir un métier. Il faut avoir des compétences techniques avérées, parce que nous sommes aussi dans un monde en concurrence. Les jeunes sont obligés d'avoir du talent, ils sont obligés d'avoir une certaine personnalité. Je l'ai toujours dit, parce que même souvent, quand je fais des présentations, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je donne une équation qui m'a permis, moi, de réussir. Cette équation, c'est P égale Q, qualité, sur D, multiplié par T. Retenez bien cette équation. P égale Q sur D, multiplié par T. P, c'est la personnalité. Q, c'est les qualités. D, c'est les défauts. Et T, c'est dans le temps. Cela veut dire que si on veut avoir une certaine personnalité pour réussir dans sa vie, il nous faut obligatoirement certaines qualités. Et il nous faut obligatoirement se débarrasser de certains défauts. Et ça ne peut se faire que dans le temps. Selon l'approche, par les contacts, par la méditation, par l'observation, par le sens de l'écoute, par la lecture, par la curiosité, etc. Je donne un exemple. Par exemple, si je suis jeune, je me dis que moi je veux être demain haut fonctionnaire. Nations Unies, UNESCO, je ne sais pas trop. Je dois dessiner le profil du haut fonctionnaire en essayant d'élaborer la liste des qualités qu'il faut pour être haut fonctionnaire. Là, il faut faire des recherches. Et une fois qu'on a la liste de ces qualités, on essaie aussi de déterminer, parmi ces propres défauts qu'on a, quels sont les défauts que nous pouvons transformer en qualité ou bien, au plus, se débarrasser de ces défauts. Et ça, on le fait dans le temps. Et souvent, quand on applique cette équation à notre propre vie, il y a de fortes chances qu'on puisse réussir. Je donne un exemple. L'entretien d'embauche. Il y a une certaine manière de se présenter au niveau de l'entretien d'embauche. Si vous ne venez pas avec une certaine personnalité par rapport au profil, vous êtes déjà écarté. Sans même qu'on vous pose des questions. Moi, je me rappelle, il y a un ami, en 1999, la Sonatel devait recruter des ingénieurs informaticiens. Autant, il y a un ami, c'était à Alizé. Bon, je pense qu'en ces temps-là, la Sonatel, ses bureaux se trouvaient là-bas. Alizé, c'était en face Sud Communication, c'était en ville. Quand on s'est retrouvé là-bas, il y a un ami qui est venu, comme ça, très mal habillé, etc., bon, pas trop correct. Mais quand l'évaluateur est passé, il l'a vu. Il a pris les deux autres et il reste quelqu'un. Comme il y avait des camarades surveillants, c'est lui qui reste, il faut lui dire que nous avons arrêté. C'est comme ça. Voilà, donc ce qui fait que, globalement, il faut comprendre que c'est un atelier, hein, c'est pourquoi je parle comme ça. J'ai laissé le discours et puis je suis dans le coaching. Hein. Voilà, donc ce qui fait que, finalement, c'est bien d'avoir des compétences, c'est bien d'être un bon plombier, c'est bien d'être un bon électricien, c'est bien d'être un bon juriste. Mais si l'éthique n'est pas là, je suis un plombier, on m'appelle, je répare des robinets au niveau du quartier, mais si à chaque fois qu'on me donne de l'argent pour acheter du matériel, j'achète des matériels de basse qualité, de très basse qualité, mais je le fais une fois, deux fois, c'est fini. Hein? Les gens ne vont plus m'appeler. Et à ce moment, si je vais faire, je vais perdre mon marché. Je vais perdre mes marchés. Donc, ce qui veut dire que, au niveau de cet atelier, il est important quand même qu'on puisse faire passer le message aux jeunes, comme quoi la première chose qu'on doit régler si on veut avoir un emploi, c'est d'abord l'employabilité technique. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il faut être qualifié quelque part. Il faut avoir un métier.
Et ensuite, deuxième niveau, il faut avoir les compétences soft. Toutes ces compétences-là, non techniques, le comportemental, les SAP, il faut l'avoir pour greffer ça sur les compétences hard, pour pouvoir facilement réussir. Donc, je reviens à Kheuinda. Donc, je disais tout à l'heure que l'employabilité technique, il y a le 3FPT. Aujourd'hui, il y a des bons. Entre 2012 et 2023, plus de 400 000 jeunes ont bénéficié de formation. De jeunes et de femmes ont bénéficié de formation avec le 3FPT. Soit pour des CPS, des certificats professionnels de spécialité, ou bien pour des bons de formation, ou bien tout simplement pour l'accompagnement des femmes dans l'agroalimentaire, la transformation des produits locaux, etc., etc. Même nous, au niveau de la direction de l'emploi, le fait de tirer les femmes, parce que les statistiques sur le chômage ont montré que chez les hommes, vous pouvez aller regarder sur le site de l'ANSD, chez les hommes, le taux de chômage au second semestre est égal à 8,7%. Cela veut dire que si on veut avoir un bon taux de chômage, on sera obligé de tirer les femmes. Sans l'autonomisation des femmes, sans l'accompagnement des femmes, on a beau intervenir, mais le taux de chômage sera toujours élevé. Parce que nous avons cette culture, nos femmes ne travaillent pas. Et comme elles font partie de la population active, et nous serons obligés de les intégrer dans nos calculs, cela veut dire que ce taux-là, ce sera très difficile de faire descendre ça. Nous sommes obligés d'aller vers l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi l'État a mis en place le fonds d'entrepreneuriat féminin. Et d'autres projets et programmes qui sont là pour accompagner les femmes, promises, etc. Donc l'ADER, bien sûr, donc délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, donc qui entre 2000, depuis sa création jusqu'à 2023, a pu accompagner plus de 250 000 jeunes et femmes. Mais en dehors de ça, nous avons aussi les grands projets de l'État. Parce que souvent, quand on parle d'emploi, surtout le contexte actuel, où on parle plus de Kheuinda, certains vont dire, bon, dans l'année, vous n'avez créé que 66 000 emplois, ou bien depuis 2021, vous n'avez créé que 66 000 emplois. Attention, Kheuinda, c'est un programme d'urgence. Le programme d'urgence pour l'emploi et pour l'insertion socio-économique des jeunes. Parce qu'avant ce programme d'urgence, il y avait d'autres programmes qui permettaient de créer les emplois. Je peux vous citer ici des projets et programmes qui ont permis à l'État, je ne parle même pas encore du secteur privé, de créer plus de 1 million d'emplois. D'abord, si on prend l'exemple des chantiers, nous avons les 100 000 logements, le projet des 100 000 logements. Nous avons les ponts. Nous avons les zones économiques spéciales. Hier, en Conseil des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement est là, on a parlé de Sénégal Connect Parc, la zone économique spéciale Sénégal Connect Parc. Nous avons aussi le parc industriel de Diamniadio. Dans sa deuxième phase, 27 000 emplois, qui a été inauguré dernièrement par le président de la République, sa deuxième phase. Moi-même, c'est que beaucoup de Sénégalais ne savent pas ce que l'État est en train de faire. Parce qu'ils n'ont pas peut-être la possibilité ou ils ne descendent pas sur le terrain pour voir concrètement les réalisations. Moi, l'année dernière, j'ai pris les meilleurs élèves du département de Mbacké. Je les ai mis dans un bus, je les ai déplacés jusqu'à Diamniadio. Quand je suis entré à l'intérieur du parc industriel, moi qui suis à côté, parce que je travaille au niveau des sphères ministérielles, moi-même j'ai été impressionné. Parce que je suis entré dans des hangars où j'ai vu plus de 1000 jeunes travailler dans le domaine du textile, dans l'habillement. Oui. L'habillement de loisirs. Donc la deuxième phase aujourd'hui permet d'aller jusqu'à plus de 27 000 emplois. En dehors de ça, nous avons les chantiers. Aujourd'hui, si vous allez au niveau de l'autoroute Fatick-Kaolack, Mbour-Fatick-Kaolack, il y a des milliers de jeunes qui sont dans ce chantier, qui travaillent. La deuxième phase du TER, le BRT, le recrutement. Dernièrement, 1000 volontaires de la consommation. Sans oublier ANIDA qui intervient avec les fermes agricoles. Sans oublier Promoville qui crée des emplois chez les jeunes. Sans oublier AGETIP qui crée des emplois aussi donc,
au niveau des jeunes dans les projets d'intérêt communautaire, sans oublier la convention État-employeur, qui est aujourd'hui devenue une réalité. Si je vous dis qu'au niveau de la direction de l'emploi, aujourd'hui nous avons plus de 200 demandes d'adhésion qu'on n'arrive pas à satisfaire, parce que la demande est forte, parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise que vous êtes, vous avez bien compris la pertinence du dispositif. Le président est là, il ne me laissera pas. Voilà. Je parle sous son contrôle. Plus de 200 demandes d'adhésion qu'on n'arrive pas à traiter. Parce que nous sommes tous d'accord que le dispositif est pertinent. Pourquoi le dispositif est pertinent? Parce que le président de la République a eu cette ouverture, le président de la République a compris dans le programme d'urgence que pour soutenir le secteur privé, ça fait partie du secteur privé, donc les mesures d'accompagnement du secteur privé, il faut augmenter le budget de la convention État-employeur, mais aussi l'élargir à d'autres secteurs. C'est pourquoi nous avons élargi ça à l'agriculture, à l'agroalimentaire, tout ce qui est agro-business. Et le montant a été augmenté de 1 milliard à 10 milliards. Vous tous pouvez aller regarder le budget. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 17 000 emplois créés avec la Convention nationale État-employeur, avec des signatures de convention. Entre 2020 et 2023, moi-même, j'ai signé plus de 500 conventions État-employeur avec des chefs d'entreprise, des jeunes entrepreneurs, etc., qui sont dans plusieurs secteurs. Pour terminer, nous avons la territorialisation du service public de l'emploi, ce qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel département, vous allez trouver un pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Et au niveau de ces pôles, c'est institué par décret, vous allez trouver que l'ensemble des structures qui interviennent pour régler la problématique dont il est question, c'est emploi et employabilité, sont sur place parce que listées au niveau du décret. Nous avons l'ANPEJ, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui s'occupe de l'accueil et de l'enrôlement. Nous avons l'ADER, qui s'occupe de tout ce qui est financement, et nous avons le 3FPT, qui s'occupe de tout ce qui est financement, fonds de formation de financement, fonds de financement de la formation professionnelle. Mais aussi nous avons le PF2E, le président en a parlé. École entreprise, qui aujourd'hui aussi est en train de faire des résultats. Mais aussi nous avons l'ONFP. Donc nous avons cette territorialisation qu'on est en train aussi de vivre avec la création des pôles emploi au niveau des 46 départements. Et bientôt, le président a inauguré la première maison de la jeunesse, la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Donc bientôt, on aura 46 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Donc, en résumé, vraiment, c'est un plaisir pour moi, Monsieur le Président, d'être aujourd'hui là parmi vous pour parler un peu de l'emploi et de l'employabilité, mais aussi parler de ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, je salue cette initiative de cet atelier training du Forum du Premier Emploi. Je remercie le président Mbagnick Diop et l'ensemble des chefs d'entreprise du mouvement des entreprises du Sénégal. Donc, je salue aussi l'ensemble des participants, des jeunes qui sont venus aujourd'hui participer à cet atelier training. Donc, l'État sera toujours disponible pour vous accompagner dans le cadre de cette initiative qui a fait 23 ans. Et la direction de l'emploi sera toujours à vos côtés avec les dispositifs dont il dispose pour accompagner les chefs d'entreprise. Merci de votre aimable attention. Par le mouvement des entreprises du Sénégal. Au fil des années, ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié d'échange et de réflexion autour des enjeux économiques et plus particulièrement ceux liés à l'emploi des jeunes auxquels fait face notre pays et le monde. En m'invitant à présider cet atelier training au profit des demandeurs d'emploi, vous me permettez de m'adresser directement à des jeunes compatriotes pour leur adresser un message d'espoir, mais aussi de vérité. Mais d'arriver à ce message, je voudrais rappeler tout ce qui a été fait dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, depuis 2012. Sur ça, je ne vais pas être très long parce que Monsieur le Directeur de l'Emploi l'a fait. Mesdames et Messieurs, comme l'a rappelé le chef de l'État dans son discours de vœux du Nouvel An, le soir du 31 décembre dernier, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec celui de 2012.
Et ça, peut-être, nous avons en face des jeunes. En 12 ans, les choses vont vraiment vite. Avec les réseaux sociaux, on reçoit beaucoup d'informations qui nous font oublier de là où nous venons. Je me rappelle en novembre, décembre 2011, le débat, c'était pas l'emploi, mais le débat, c'était l'électricité, le débat, c'était la vie chère. Et de ce point de vue, le Sénégal a beaucoup évolué et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Le bilan en termes de formation et d'emploi illustre parfaitement cette assertion. En effet, rien qu'entre 2016 et 2023, l'État a financé à travers l'E3FPT la formation de 400 000 jeunes et femmes dans diverses filières telles que les métiers du bâtiment, l'électromécanique, le transport, la fibre optique, l'agroalimentaire, entre autres. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'E3FPT ne finance pas la formation initiale. Il finance la formation continue, c'est-à-dire des formations courtes, qualifiantes, qui permettent d'accéder à un métier au bout de 3 mois, 6 mois, 1 mois. Et c'est la grande différence, parce qu'il y a ceux qui sont dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bac, le BFM, l'entrée en 6e, qui sortent des DARA et qui doivent être insérés dans le milieu professionnel. Donc pour ces gens-là, l'État a créé un dispositif avec le secteur privé, parce que le 3FPT aussi, ce n'est pas seulement un financement venant de l'État, c'est la CFC, la contribution forfaitaire à la charge des employés. C'est bien, contribution forfaitaire, voilà, forfaitaire à la charge de l'employeur. Entre 1960 et 2012, le Sénégal comptait 2 universités, l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston Berger à Saint-Louis, et 3 centres universitaires régionaux, les CUR, à Bambey, Thiès et Ziguinchor. Sur une décennie, les CUR ont été érigés en universités, et 3 nouvelles universités ont vu le jour. Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, El Hadj Ibrahima Niass de Sine Saloum, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, que vous connaissiez sous le nom d'UVS, Université virtuelle du Sénégal, sans compter le campus franco-sénégalais. Je rappelle aussi que le gouvernement est en train de travailler en ce moment même sur l'université de Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental. Beaucoup d'investissements, comme le rappelait encore le président de la République, ont aussi été consentis dans les équipements pédagogiques, le recrutement d'enseignants, la revalorisation du traitement et autres avantages des personnels, toutes catégories confondues, et la construction d'infrastructures d'hébergement et de restauration des étudiants. Et chaque année, l'État octroie plus de 82 milliards de francs CFA en bourse et aide aux étudiants. Il faut rappeler qu'il y a des pays qui, peut-être économiquement, sont plus riches que le Sénégal, budgétairement sont mieux dotés que le Sénégal, mais ne font pas autant d'efforts. Comme je le dis, je suis porte-parole du gouvernement, je ne peux pas citer des pays. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, je vous donne un exemple. À l'université, par exemple, il y a des pays qui ne servent que le déjeuner dans les restaurants universitaires. Au Sénégal, on sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le prix du petit déjeuner, si je ne me trompe, il est de 50 francs. Le prix du déjeuner et du dîner est à 100 francs. Et le président Macky Sall me rappelle souvent que ce prix est moins élevé que le prix qu'ils payaient eux à l'époque où ils étaient étudiants dans les années 80. Donc pour vous dire encore les efforts qui sont faits par l'État du Sénégal. La bourse généralisée aussi, ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Je pense qu'il n'y a que le Sénégal qui est là. Donc tout cela, c'est des efforts qui sont faits pour la jeunesse sénégalaise pour lui permettre d'avoir une formation dans les conditions adéquates. L'ADER-FJ a déjà financé 230 000 jeunes et femmes porteurs de projets pour une enveloppe de 120 milliards entre 2018 et 2023. Le programme Xëyu Ndaw ñi, monsieur le directeur Fall vient d'en parler, de Modou Fall. Le programme Xëyu Ndaw ñi portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards tous les 3 ans. Donc 150 milliards par an pour aider les jeunes à s'insérer. On ne dit pas que c'est un emploi durable, mais c'est un emploi qui permet de se mettre le pied à l'étrier, d'être au contact du milieu professionnel, de voir comment ça marche, de pouvoir, comme il l'a dit tout à l'heure, avoir les attitudes, le comportement
qu'il faut apprendre quelque chose, voir des niches où on peut se réaliser dans le futur. Ces investissements et initiatives, parmi tant d'autres, portés notamment par l'ADPME, l'ANPEJ, le FONGIP, prouvent que les opportunités existent dans notre pays pour se former et entreprendre. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce moment de mon propos m'adresser aux jeunes. Tout d'abord, il me semble important de rappeler brièvement la trajectoire de notre pays, le Sénégal, et l'empreinte laissée par chacun des hommes ayant présidé à sa destinée. Parce que souvent on pense qu'on doit tout attendre de l'État, des hommes politiques, mais nous, les jeunes, c'est vrai que j'ai un peu blanchi, mais je me considère encore comme jeune, nous les jeunes, nous avons aussi une responsabilité, nous avons un devoir de contribution. Le président Senghor a travaillé à l'édification d'une nation, c'est-à-dire qu'on soit une nation, qu'il n'y ait pas de différence entre nous, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de nation, c'est une superposition d'ethnie ou de religion ou ce genre de choses. Nous sommes sénégalais, quand on voit le drapeau vert, jaune, rouge, ça fait vibrer notre sang. Quand on peut entendre un chanteur manding, diola, alpulaar, ça nous parle, n'est-ce pas? Quand Sadio Mané marque un but, ce n'est pas parce qu'il est saucé que je vais me lever ou pas. Donc on est une nation, on a quelque chose qui nous unit. On respecte au même titre le cardinal que le khalife général, parce qu'on a quelque chose, notre commune volonté de vivre ensemble, comme disait le président Senghor. Et ça, nous le devons au président Senghor, qui a pu mettre ensemble, au même pied d'égalité, tous ces Sénégalais et cette diversité. L'édification de l'État, un État fort organisé. Le président Abdou Diouf a renforcé l'existence de cet État et nous a permis d'avoir un pluralisme démocratique, ce qu'on a appelé le multipartisme. Parce que tout ça, ce que nous voyons aujourd'hui, 200 candidats, ce n'est pas notre fait à nous. C'est parce que d'abord, il y a eu un homme qui s'appelait Abdou Diouf qui a décidé qu'il y aurait beaucoup de radios, qui a décidé que voilà, on pouvait avoir beaucoup de partis politiques. Parce que jusqu'en 1980, le président Senghor, il y avait quelques courants politiques, n'est-ce pas? Donc au-delà de ça, il y a eu le président Abdoulaye Wade qui nous a donné une ambition économique, qui a parlé du Sénégal, du futur, qui a commencé les grandes infrastructures, la stratégie de croissance accélérée. Le président Macky Sall, tout le monde le sait, c'est l'homme qui a parlé de l'émergence, de la modernisation du Sénégal, des infrastructures, on en parle un peu partout. Il est à l'origine de l'amorçage de l'émergence, de la modernisation du Sénégal avec les infrastructures, l'électricité disponible. Je vous l'ai dit, en 2012, on était à 500 MW d'électricité, de capacité de production. Aujourd'hui, on est à 1700 MW. Moi, dans mon rôle de ministre du Commerce et des PME, je vois des entreprises s'installer au Sénégal. Quand on leur pose la question, pourquoi pas avant, ils nous disaient, mais vous n'avez pas assez d'électricité. Par exemple, au Sénégal, une bonne partie du fer que nous consommons vient beaucoup d'usines de métallurgie installées au Sénégal. L'année dernière aussi, on a eu une nouvelle usine. L'année prochaine, il y en aura d'autres. Mais quand vous leur posez la question, ils vous disent, mais vous n'aviez pas assez d'électricité. Moi, je vois dans les fiches des entreprises qui payent plus d'1 milliard de factures d'électricité par mois. Et pourquoi? Parce que l'électricité est disponible. Des entreprises qui fabriquent aujourd'hui au Sénégal des batteries de véhicules, qui collectent du plomb, de l'aluminium, qui le retravaillent en lingots, qui l'exportent à l'extérieur du Sénégal dans des usines Toyota pour refaire des voitures. Donc on a un tissu industriel qui commence à se développer parce que nous avons de l'électricité. Donc les zones économiques spéciales, les agropoles, les parcs industriels, le parc de technologie numérique qu'on va inaugurer bientôt, le transport, la mobilité, le TER, le BRT et toutes les autres transformations structurelles enregistrées qui participent à la modernisation. Donc chaque président ayant sa mission, celle du prochain sera de rendre notre pays plus souverain, car moins dépendant de l'extérieur concernant les produits que nous consommons. Ça, c'est un vrai défi. Le débat, c'est ça, comment être plus souverain dans ce que nous consommons, comment produire davantage au Sénégal. Il s'agira de mettre l'accent sur l'industrialisation, tout le monde est d'accord sur cela, pour laquelle des jalons ont été posés entre 2012, mais qui pourra être accéléré avec l'exploitation du pétrole et du gaz destiné à rendre l'électricité moins chère, ce qui va se répercuter positivement sur les coûts de production industrielle et sur la compétitivité. Ainsi, au-delà du civisme et du patriotisme, notre jeunesse
Nos entrepreneurs, nos hommes et femmes d'affaires auront une mission essentielle consistant à saisir ces opportunités, à s'engager dans tous les secteurs d'activité et à être performants. Souvent, on entend dans le débat Auchan dégage, France dégage, Super U dégage, China Mall dégage, peut-être même un jour, des gens vont nous dire MEDES dégage, Karim dégage, vous voyez, dégage, dégage, dégage. Mais quand on dégage quelque chose, il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose. La réalité. Donc ces dossiers, ces sujets font couler beaucoup de salive. C'est parce qu'à côté d'eux, mais nous, Sénégalais, est-ce que nous avons su créer quelque chose qui peut nous permettre de les substituer à ce que nous disons? Parce qu'il y a une réalité. L'économie du Sénégal, entre 2012 et 2023, a beaucoup évolué. Nous avons un PIB de 20 000 milliards. Si mes souvenirs sont bons, le PIB, ce n'est pas tout ce que nous produisons. C'est juste la valeur ajoutée que nous produisons. La marge à peu près, ce n'est pas exactement ça, mais les marges que nos entreprises font, ou les entreprises installées au Sénégal font. Maintenant, quand ça évolue, pendant 10 ans, on le ressent. Par exemple, le PIB par habitant du Sénégal est passé d'environ 1 200 $ à 1 700 $. C'est plus de 40% d'augmentation de notre PIB par habitant. Mais ça crée de la richesse, ça fait émaner une classe moyenne, mais peut-être qui veut aller faire ses courses dans des conditions meilleures qu'au marché X ou Y. Moi, je suis né à la Médina, je peux dire au marché Tilène, n'est-ce pas, ou au marché Castor, ou au marché Thiaroye. Mais s'ils ont envie de ça, ils ne se disent pas que c'est Auchan, c'est français, c'est italien, c'est éthiopien ou c'est sénégalais. Ils veulent tout simplement que ce soit bon et que ce soit à leur niveau. Maintenant, si nous n'en créons pas, si nous ne créons pas des commerces de ce niveau-là, mais les autres vont venir en créer et l'installer chez nous. C'est Auchan dont nous parlons, mais ils sont partout dans le monde. Vous allez dans les pays arabes, même en Chine, qui est un pays peut-être très nationaliste et tout ça, vous allez trouver Carrefour ou autre. Est-ce que nous faisons l'effort pour créer des entreprises de cette nature? Je vous donne juste une expérience que j'ai connue au Maroc. Quand Auchan, je ne veux pas citer des marques, mais on est obligé de venir s'installer dans les années 80 ou ce genre de choses, ils ont pris le nom Assima. Donc Auchan, Carrefour, ce genre de choses. Mais en face, qu'est-ce que les Marocains ont fait? Le patronat marocain a fait, mais ils ont créé Marjan. Marjan, qui est une enseigne marocaine qui propose les mêmes produits. Donc, si on a envie de consommer marocain, on va là-bas. Si on a envie de consommer autre chose, on va de l'autre côté. Mais le consommateur, on ne peut pas le priver de son besoin de qualité, de son besoin d'évolution, parce qu'il a les moyens. Et quand il a les moyens, il y a quelqu'un qui doit saisir cette opportunité. Et nous ne le faisons pas. Maintenant, le discours politique ou populiste, c'est de dire, ouais, il faut les dégager, mais le discours du bon sens du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur, c'est de se dire qu'il y a une opportunité et pourquoi je ne suis pas à ce niveau-là pour pouvoir offrir ce type de service. Donc, nous devons donc créer nos propres marques. Là, je ne parle plus à ceux qui sont des prétendants au premier emploi, mais ça, c'est aux entrepreneurs et savoir aussi que ceux qui vont chercher un premier emploi, nous espérons qu'ils puissent devenir demain des employeurs. Donc, nous devons créer nos propres marques, car le consommateur ira là où il trouvera satisfaction du point de vue qualitatif. Aussi, nous devons davantage produire ce que nous consommons. En cela, je salue le travail de tous ces jeunes entrepreneurs sénégalais engagés dans une production locale de qualité dans plusieurs secteurs d'activité. Heureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Le gouvernement dont je m'honore de porter la parole a l'ambition d'élargir ses possibilités. Le président Macky Sall, dans ses 2 mandats, a fait ce qu'il fallait. Le prochain président, si c'est celui que nous entendons bien faire élire, parce que moi aussi j'ai mon candidat, continuera à faire ce qu'il faut pour ce qui est des prochaines étapes. Toutefois, sur ce chemin, il nous faut une jeunesse qui change de mentalité. Une jeunesse consciente que le travail salarié classique n'est pas la panacée. C'est bien d'être salarié, il le faut d'ailleurs, c'est recommandé pour apprendre, pour connaître. Le directeur l'a dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le contrat et de dire que ma vie est faite, j'ai la sécurité de l'emploi. Non, c'est pour y aller apprendre des choses parce que chaque 5 ans dans votre vie, vous allez avoir de nouveaux défis. Il nous faut de plus en plus d'entrepreneurs car, pour reprendre une formule chère aux start-upers, dans la vie, chaque problème a une solution et chaque solution
apporter est potentiellement une start-up, une entreprise. Mais pour être entrepreneur, comme je l'ai été moi-même, le président Mbagnick vous le racontera un jour, il faut un parcours, on ne s'autoproclame pas entrepreneur. Il faut un parcours d'apprenant. Et c'est ce qui est important. C'est-à-dire à chaque étape de votre vie d'étudiant, de votre vie d'employé, vous devez en profiter pour apprendre quelque chose, identifier des niches, n'est-ce pas? Le comportement, il est important. Avoir l'humilité. Moi, quand je vois quelquefois mes nièces, mes cousins parler, oui, de madame, c'est mon patron, vous m'avez tangué le café. Mais nous, combien de fois on nous a fait faire des cafés? Combien de fois on nous a dit, va me récupérer tel colis ou ce genre de choses? Ça fait partie de la vie. Et ça forge, ça donne de l'humilité. Moi, ça me permet aujourd'hui, quand je reçois chez moi des syndicats ou au bureau, de leur servir moi-même le café. Ou, je ne sais pas, de préparer le thé chez moi et de les écouter. Donc ça donne aussi, ça permet aux autres de savoir qu'on est entre compatriotes, on est entre humains. Mais lorsqu'on va chercher un emploi, ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est le meilleur. Et ce n'est pas ce qu'on a appris seulement à l'école, le résultat de nos évaluations. C'est aussi le comportement, n'est-ce pas, le savoir-être qui permet aussi d'aller loin. Parce que vous verrez des diplômés qui vont avoir un emploi, d'autres qui ne vont pas avoir un emploi. Les uns vont avoir des emplois mais ne vont pas évoluer, ils pourront rester 30 ans au même niveau. Il y en a d'autres qui chaque année vont évoluer parce qu'ils sont... Voilà. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut se précipiter, il faut prendre le temps. Mais chaque étape est un moment d'apprentissage. Donc, être ce qu'on appelle un intrapreneur, accepter de se former, faire des stages quand l'opportunité se présente. Et le moment venu, créer aussi sa propre entreprise, car il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui réussissent parce qu'ils ont d'abord été employés et ont acquis de l'expérience que l'inverse. Plus on acquiert de l'expérience, il sera plus facile d'être entrepreneur. Chers jeunes frères et sœurs, je suis venu vous dire que le Sénégal nous appartient. Et par-delà l'Afrique et le monde, si nous sommes conscients de nos défis et de notre potentiel. Des gens venus d'autres horizons décèlent les opportunités dont regorge notre pays. En effet, il y a plus d'étrangers qui s'installent au Sénégal que de Sénégalais qui s'installent à l'étranger. Mais c'est la réalité, ce sont les statistiques de l'ANSD. On parle de l'immigration clandestine. Vous allez prendre les statistiques de l'Union européenne. Ceux qui viennent par pirogue, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans nos pays, je ne dis pas que l'économie, ça va pour tout le monde, que c'est rose partout. D'abord, premier fait, ça ce sont des statistiques de l'Union européenne. Les pirogues qui arrivent en Italie et en Espagne, quand on écoute le débat au Sénégal, on pense que tous les migrants viennent du Sénégal. Le Sénégal est à peu près le 18e pourvoyeur de migrants irréguliers dans ces pays. 18e. On a l'impression que tous ils viennent du Sénégal. Ceux qui viennent du Sénégal sont moins de 2%. Moins de 2%. Donc, il y a des Sénégalais qui partent, mais en réalité, nous ne sommes pas le seul pays qui envoie là-bas des migrants. Ce n'est pas un motif de satisfaction aussi. Mais il faut qu'on se dise les vérités, qu'on évalue les choses. Et partout dans le monde, ça on ne sait pas donc, partout dans le monde, des humains quittent un point pour un autre. C'est dans l'ordre naturel des choses. Quand on migre, ce n'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on n'a rien, c'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose, excusez-moi du terme. Quand on migre, c'est vrai, beaucoup de gens migrent pour des raisons économiques, parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi, parce qu'ils ne s'en sortent pas, c'est vrai. Mais dans le monde, si on fait l'historique de la migration, mais les gens ne migrent pas seulement parce qu'ils n'ont rien. Entre ne rien avoir et vouloir un mieux vivre, il y a une différence. Chacun d'entre nous, peut-être, a l'ambition de mieux vivre. Et je vous donne un exemple. En France, souvent, on dit il faut aller en Suisse parce que les salaires, ils sont meilleurs. Si vous allez entre Annemasse, Genève, Lausanne, vous verrez beaucoup de Français qui vont en Suisse. Et pourtant, la France ne manque pas de moyens. L'économie française marche, fait partie du G7, des 7 économies les plus
les plus importants du monde. Mais il y a beaucoup de Français qui migrent en Suisse. On dit que Londres est la 5e ville française. Aussi, pourquoi les Français laissent toute leur économie et leurs opportunités pour aller travailler à Londres? Parce que peut-être qu'il y a des opportunités dans certains secteurs. Mais plus proche encore, vous allez au Portugal et en Espagne. Je m'excuse de citer des pays, mais on vous dira mieux vaut aller en France parce que le salaire est meilleur, la sécurité sociale est meilleure. Vous irez dans le Maghreb, on vous dira bon, mieux vaut aller en Espagne et au Portugal parce qu'on recrute beaucoup durant les saisons agricoles. Vous venez chez nous, mais on vous dit aussi la même chose. Allez au Maghreb parce qu'il y a des call centers qui recrutent avec des salaires meilleurs, ce genre de choses. Mais il y a aussi des pays qui nous entourent où les gens viennent au Sénégal s'installer, font beaucoup de métiers que peut-être nous sous-estimons et qui ont un potentiel économique fort. Donc en réalité, est-ce que nous prenons la mesure un peu de toutes ces opportunités que nous ignorons ou qui ne nous intéressent pas? Donc notre pays est attractif, notre PIB par habitant, il évolue, on a une croissance constante, les entreprises viennent s'installer et aussi beaucoup de migrants viennent s'installer. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui s'installent au Sénégal que de Sénégalais qui s'installent à l'étranger. Et plus encore, les statistiques disent en général, je ne dis pas dans l'absolu, en général, les Sénégalais qui s'installent à l'étranger, au bout de 3 ans, ils reviennent. Mais les étrangers qui s'installent au Sénégal, en général, ne repartent pas parce que le pays est stable et il y a une certaine attractivité. Il est aussi important de noter que ces opportunités ne relèvent pas seulement de la commande publique. Souvent, quand je vais dans des forums comme ça, on nous parle de la commande publique. Commande publique. Monsieur le ministre, marché, chacun veut un marché public. Mais en réalité, les marchés publics, on dit que 65 à 70% des marchés publics, si je me rappelle des statistiques, sont réalisés, exécutés par des entreprises sénégalaises ou communautaires. Le reste de cette commande publique, ce sont les grands projets qui sont financés par des bailleurs internationaux. Et les bailleurs internationaux, si on fait appel à eux, c'est parce que le système bancaire local ou communautaire n'arrive pas ou ne nous permet pas de financer nous-mêmes nos infrastructures. Vous faites Ila Touba, 400 milliards, vous n'avez pas de banque dans la sous-région ou au niveau local qui peut le financer. Donc, financement international, appel d'offres international, où un pays vous fait ce qu'on appelle un crédit à l'export. C'est vrai, c'est pour vous permettre de faire un projet, mais c'est aussi pour exporter le savoir-faire de son entreprise. Mais 65%, donc plus de 2300 milliards, sur les dernières statistiques que j'ai, qui sont exécutés par des entreprises locales. Mais on se focalise sur la commande publique, alors que notre PIB, l'année dernière, c'est 20 000 milliards. Tout le monde veut aller sur les 2300 milliards, mais on oublie qu'il y a 20 000 milliards, non pas de chiffre d'affaires, mais de valeur ajoutée créée par nos entreprises, par notre économie, mais qui nous nourrit, qui nous loge. L'État du Sénégal fait l'expérience tous les jours. Je vais vous donner des exemples. Le programme mobilier national. Le programme mobilier national, chaque année, c'est 1 milliard, 2 milliards de mobilier achetés à des menuisiers locaux. Je ne vais pas faire de la publicité, mais si vous allez sur l'avenue Blaise Diagne, Touba Ameublement, ce genre de choses, mais ils font un travail remarquable. C'est des employés de sociétés qui ont acheté du matériel, qui font du mobilier sénégalais reconnu. Vous allez à la foire de Dakar, vous êtes impressionné par ce qu'ils font. Souvent, j'entends aussi le débat, par exemple, sur le prix de l'arachide. Même chose. On se bat pour avoir un prix de l'arachide plus élevé. L'État dit le prix plancher, c'est 280. Prix plancher, donc personne ne peut acheter à un prix plus bas. On se bat entre 300, 370, 350. Mais moi, je vois des étrangers installés au Sénégal qui achètent l'arachide à 700 francs. Ils ne se préoccupent même pas. Mais ils vous disent, monsieur le ministre, nous, si on l'achète avec un investissement de 100 millions, nous terrifions l'arachide, nous le mettons sous vide, et dans 6 mois, sur le marché international, ça va valoir peut-être 2 000, 3 000 francs. Donc le débat sur 500, 600, ce n'est pas un problème. Même jusqu'à 1 000 francs, nous, on peut acheter. Mais ce n'est jamais des Sénégalais qui le font. Et ça, ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question d'idée, c'est une question de métier et d'entrepreneuriat. Donc il est clair
que ce serait une erreur de baser toutes les stratégies de production sur les commandes attendues de l'État et des collectivités publiques. Il faut voir plus grand, et voir plus grand, c'est participer à nourrir, habiller, loger les Sénégalais. Nous devons être une nation où l'entrepreneur occupera une bonne place dans l'économie, où l'industriel fera une part déterminante, où le savoir-faire local sera stimulé et porteur de croissance. Pour finir, j'exhorte à nos jeunes sœurs et frères présents à cet atelier de bien suivre les enseignements offerts dans ce cadre bienveillant mis en place par le MEDES. Monsieur le Président, je vous félicite parce que ça vraiment c'est de la générosité. Vous aurez pu vous limiter à créer le forum, mais vous avez créé le forum, vous avez senti aussi que quand on doit faire face à un employeur, il fallait mieux se préparer. Il fallait savoir se vendre en humilité, avoir un savoir-être qui peut faciliter l'accès au premier emploi. Ainsi, beaucoup parmi vous pourront afficher le sourire au lendemain du forum du premier emploi, prévu les 16 et 17 janvier prochains, parce qu'ayant alors décroché un contrat de travail. C'est le souhait et les prières que nous formulons pour vous. En attendant, je souhaite plein succès à nos travaux de ce matin et vous remercie de votre attention.